En 1878, l'écrivain Robert Louis Stevenson entreprend la traversée des Cévennes avec pour seule compagnie une ânesse. Plusieurs jours de marche dans le sauvage, durant lequel l'auteur tissa des liens avec son animal et surtout écrivit son célèbre roman Voyage avec un âne dans les Cévennes. Et aujourd'hui, c'est à mon tour d'entreprendre cette aventure, en me mettant dans la peau d'un randonneur du 19e siècle, avec le même matériel et dans les mêmes conditions. Je serai donc accompagné également d'un âne pour découvrir le chemin de Stevenson. C'est magnifique, hein. Et puis t'as vu, on a, je sais pas si vous voyez les amis, regardez la vue qu'on a sur Lyon. Alors on va aller un petit peu faire un tour dans les alentours. Mais on a une vue magnifique. C'est donc ça, ce qu'on appelle une ville. Alors, je voulais vous montrer. Regardez ça. Messieurs, dames. Lorsque t'as fait ton périple, t'étais habillé comme ça un petit peu à l'ancienne? Ouais, toujours. Sur toutes mes dernières aventures, j'essayais d'être le plus 19e siècle, quasiment. Ça faisait quelques temps qu'à chaque fois que je faisais une randonnée, j'essayais de me mettre une sorte de petit challenge parce que je voulais sortir du randonneur classique qui va juste faire un GR et puis après qui rentre et finalement qu'enchaîne des GR comme ça. Et à chaque fois, je voulais vraiment créer du souvenir, créer une expérience. Et donc j'avais fait Compostelle, j'avais fait les sentiers cathares. Et ça faisait longtemps que je me disais, avec un animal, ça serait quand même... Ah putain, je suis désolé, le portable. C'est pas grave. Attends, je vais le couper maintenant. Et donc ça, c'est ton outil de travail. C'est avec ça que tu filmes. Exactement. Comme toi. Bah ouais, pareil. Minimaliste. C'est le seul truc un peu moderne que j'ai sur moi, on va dire. Ouais. Tu veux que je reprenne du début ou ça va? Non, continue. Ça faisait longtemps que je me disais avec un âne j'aimerais bien et donc je connaissais le bouquin de Robert Louis Stevenson parce que je l'avais lu très jeune. C'est un titre, je sais pas pourquoi ça m'a toujours marqué parce qu'il est d'une simplicité. Dans le titre en fait il résume tout quoi, c'est un peu une vignette YouTube. Ouais. Voyage avec un âne dans les Cévennes, ça parle de quoi? D'un voyage avec un âne dans les Cévennes. Et du coup Robert Louis Stevenson j'avais aussi lu Dr Jekyll et Mr Hyde. L'île au trésor, enfin je sais pas pourquoi c'est un auteur qui revenait souvent dans ma vie quoi. Et du coup j'ai simplement appelé un ânier, je crois que ça s'appelle, un gars qui loue des ânes. Et je lui ai posé des questions toutes bêtes, genre est-ce que le GR est bien balisé, est-ce que je peux louer un âne chez vous, je ferai des vidéos si ça vous ennuie pas que l'âne soit filmé machin. Et voilà, je suis parti à l'aventure et du coup je me suis dit mais attends, je peux pas avoir un âne, faire le chemin de Stevenson et être habillé en décathlon comme un randonneur moderne et je trouvais que ça faisait tâche avec le concept de marcher avec un âne. Donc je me suis dit il faut que je sois... En fait je me suis mis au niveau, de l'époque de l'auteur, donc le 19e. Et là j'ai cherché dans ma garde-robe tous les habits, les fringues, les vieux sacs à dos. Par exemple j'ai fait ça avec ces chaussures-là, qui sont des Doc Martens. Donc pas du tout 19e, mais c'est ce qui s'approchait le plus d'une godasse en cuir de l'époque. C'est ce qui pouvait faire plus histo dans ce que j'avais. Et voilà, après parti sur la route. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'un des récits les plus emblématiques du monde de la littérature de voyage, à savoir le périple de Robert Louis Stevenson à travers les Cévennes avec son fidèle compagnon, l'ânesse Modestine. Cette aventure, qui a été immortalisée dans le livre de Stevenson Voyage avec un âne dans les Cévennes, elle est devenue un classique de la littérature d'exploration, et vous allez vite comprendre qu'elle est très très intéressante dès lors qu'on s'intéresse aux moyens de se déplacer de façon le plus autonome possible. Au fil des décennies, il y a de nombreux voyageurs qui ont tenté de suivre les traces de Stevenson, mais aujourd'hui on va rencontrer un voyageur qui a choisi de ne pas faire les choses comme tout le monde et qui a décidé de refaire ce parcours en voyageant autant que faire se peut comme on le faisait au 19e siècle, avec les mêmes équipements et en utilisant les mêmes techniques. Alors bien sûr, tout a changé depuis le 19e siècle et on ne voyage plus en 2023 comme on le faisait en 1878. On va donc comparer et contraster les expériences de Stevenson au 19e siècle avec celles de ce voyageur du 21e siècle pour mettre en lumière les similitudes, les différences et puis aussi les enseignements qui émergent de ces deux époques. Alors le voyageur qu'on va suivre, c'est un habitué de ce type de périple, c'est un
randonneur qui a fait de la même manière plusieurs voyages suivant le même modèle, qui est celui d'une pratique des voyages comme on le faisait dans le passé. Il est même allé jusqu'à Rome dans une calèche tirée par des ânes, donc c'est vraiment un habitué du truc. Mais aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur un seul et unique de ces voyages, à savoir celui qu'il a entrepris sur les pas de Stevenson. La vidéo que vous vous apprêtez à visionner est une vidéo un peu particulière, aussi bien au niveau du fond qu'au niveau de la forme. C'est la raison pour laquelle, avant de se lancer dans le vif du sujet, il faut quand même que je vous explique d'où elle sort, pourquoi je l'ai faite, et puis surtout, quelle forme j'ai choisi pour la faire. C'est un très vieux projet, hein. J'ai commencé le script de cette vidéo il y a maintenant 1 an, alors que je terminais la rédaction de mon 2e livre consacré à l'énergie. Pour ceux qui l'ont déjà lu, je vous apprends rien, mais pour les autres, la thèse principale que j'y développe est que le premier poste de dépense énergétique, c'est le transport. Et donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la première chose à laquelle il faut s'intéresser pour réduire ses factures énergétiques, c'est pas d'installer des panneaux solaires ou de remplacer son radiateur électrique par une pompe à chaleur. C'est déjà tout simplement de commencer à réfléchir aux moyens que l'on utilise pour se déplacer. Alors pareil, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, je vous donne tout de suite la conclusion, c'est que le moyen optimum pour réduire significativement vos factures de déplacement, c'est de remplacer l'essence de votre voiture par un carburant alternatif comme l'E85, le GPL ou le biogaz. Et donc dans le livre, je vous parle de tout ça en détail, mais j'aborde aussi les alternatives d'un niveau technologique moins élevé que celui des voitures à moteur thermique. Et il y en a une en particulier qui m'a intéressé, vous l'avez compris, c'est l'âne. Mais malheureusement, comme on ne peut pas tout traiter en détail, je n'y consacre que 2 pages dans le livre, alors qu'il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait en écrire des livres entiers, juste sur ce sujet. J'ai demandé à une dessinatrice dont j'aime énormément le travail, Claire Morel-Fatio, de faire l'aquarelle de Robert Louis Stevenson, voyageant avec son âne, c'est l'aquarelle que vous voyez à l'image en ce moment, pour en faire le point de départ de la vidéo que vous êtes en train de voir. Puisque je ne pouvais pas y consacrer plus de 2 pages dans le livre, j'ai décidé d'en faire une grosse vidéo de 1 heure pour développer le sujet proprement. Et donc voilà à quoi sert très concrètement la vidéo que vous allez voir. J'ai soumis la première version du script de cette vidéo à Céleste Grant il y a maintenant 7 mois, et nous avons filmé cette vidéo à Lyon le mois dernier. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur la forme, et je prends le temps, je sais que ça se fait pas d'habitude sur YouTube, mais là je prends le temps dans cette vidéo d'insister sur la forme, parce que j'ai une petite précision à vous faire au niveau de la forme, c'est que cette vidéo est la moitié d'un diptyque de 2 heures dont vous retrouverez l'autre moitié sur la chaîne de Céleste. Ma vidéo fait 1 heure et la sienne fait également 1 heure, et les deux sont un miroir l'une de l'autre. Alors pendant notre rencontre, on a descendu à pied la colline de Fourvière en marchant de la basilique de Fourvière qui se trouve en haut de la colline à la cathédrale Saint-Jean qui se trouve en bas. Et c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Puis nous avons tourné une seconde vidéo que vous allez voir sur la chaîne de Céleste, et dont je vous mets le lien en description, allez voir dans la description. Et dans cette seconde vidéo, on faisait le chemin inverse, c'est-à-dire que nous sommes partis de la cathédrale Saint-Jean, puis on a remonté la colline de Fourvière jusqu'à atteindre la basilique. Et donc tout au long de ce parcours, on explore différents lieux de la ville de Lyon, qu'on se contente de traverser sans commentaire sur ma chaîne, mais que sur la chaîne de Céleste, vous pouvez visiter en détail. Ce qui fait que du coup, la vidéo de Céleste est à la fois un miroir et un complément de celle que vous êtes en train de visionner en ce moment. Alors comme celle de Céleste, ma vidéo va utiliser pour le montage une forme particulière qui est ce qu'on appelle un montage alterné. C'est-à-dire que je vais juxtaposer des séquences tournées en 2022, c'est-à-dire je vais littéralement prendre des images de 2022, c'est-à-dire lorsque Céleste a fait son voyage sur les pas de Stevenson. Et puis donc je vais les juxtaposer à des images tournées en 2024, c'est-à-dire lorsque 2 ans plus tard, Céleste parle de son voyage. Et donc vous allez voir, tout au long de la vidéo, on va faire comme ça des sauts chronologiques entre le passé et le présent. Il n'y a plus qu'à espérer un beau petit soleil. Ah, c'est pas prévu, mais déjà il n'y a pas de pluie, c'est l'essentiel. Ouais, exact. Toi, t'as pas connu la pluie, mais avec une couverture en laine, avec des équipements comme ça, en cas de pluie, t'es quand même bien embêté. Non, parce que tu trouves toujours à te mettre sous une forêt, à te construire un abri en fait. T'en viens à la... Moi, à ce moment-là, quand je faisais Stevenson, je parlais vachement sur ma chaîne de survie. Et du coup, il y avait aussi ce petit côté, regardez, la nature se déchaîne, mais on peut quand même s'en sortir. Puis tu trouves toujours, comme je disais, j'ai dormi dans une étable. Si vraiment t'es dans la galère, tu peux aller frapper à une porte quand même. Faut pas se laisser mourir de froid juste par conviction, quoi. Ouais, mais c'est peut-être moins facile quand t'as un âne. Parce que Ah oui, il faut pas seulement que l'habitant il accueille ta personne, il faut aussi avoir un endroit où poser l'âne. Exactement. Alors en fait, c'est l'avantage et les désavantages. Par exemple, si un soir j'avais voulu dormir dans un gîte, il faut que le gîte accueille l'âne. Mais l'avantage aussi, c'est que ça déclenche un capital sympathie. C'est-à-dire que quand j'arrivais dans un village, tu peux être sûr que d'abord ça commence par les enfants, mais il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les parents qui sont là. Oh, un âne, venez, on va le voir. Ah ben vous êtes habillés drôlement. Ah mais vous faites quoi? Et en fait, ça
ça déclenche immédiatement l'interaction sociale et du coup après tu peux enchaîner, vous savez pas où je peux dormir cette nuit, machin. Et du coup, toutes les portes qui se ferment parce que je marche avec un âne, j'ai le double qui s'ouvre en réalité, pour la même raison. Bonjour. Ça va Archie? Bien dormi? Alors ça aussi c'est une question qui me turlupine. Toi tu dormais où? Parce qu'à l'époque de Stevenson, on pouvait littéralement passer la nuit au bord d'un chemin. On n'allait pas se faire déloger par le garde champêtre ou quoi que ce soit. Mais en 2023, si tu essayes de dormir un peu n'importe où, tu peux te faire embêter. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, de te faire embêter à cause de l'endroit où tu... Est-ce que tu t'es réveillé un matin avec le garde champêtre qui te dit « Oh, monsieur, vous n'avez rien à faire ici !» Et comment tu faisais pour dormir? Tu dormais où? Je dormais dehors, exactement, sur le bord du chemin, en essayant toujours de me cacher un peu pour pas, ne serait-ce que le lendemain matin, être réveillé par les premiers marcheurs qui, eux, sont plus matinaux que moi. Donc je cherchais toujours à me cacher, mais j'allais pas non plus me perdre. Je quittais simplement le chemin, le sentier battu, et j'allais juste derrière un fourré, un buisson. En fait, t'es très vite caché. L'important, encore une fois, c'était que l'âne ait de quoi brouter et de quoi boire. Pour répondre à ta question, non. J'ai jamais eu de mésaventure d'un garde forestier ou même d'un paysan. En fait, on a cette image en France du paysan qui arrive avec son fusil, hey, t'es dans ma terre là. Non, vraiment, ça m'est jamais arrivé. Et pour la simple et bonne raison aussi que j'évite d'aller dans le champ. Je sais d'avance que si c'est très bien clôturé, machin, le paysan il va pas aimer s'il passe en tracteur le matin, qu'il voit qu'il y a un mec habillé comme Stevenson avec un âne, il va se dire mais là t'as pourri ma parcelle. Donc j'évitais de me mettre dans ce genre de situation. Donc je dormais finalement dans les forêts publiques ou les champs qui semblaient ouverts. Et dans tous les cas, il faut aussi se dire que quand tu suis un GR, les gens ont quand même l'habitude. Ils savent que ici c'est un chemin de randonnée, que du coup tu vas t'augmentes les probabilités de croiser des randonneurs qui font du bivouac. Ce que les gens n'aiment pas, c'est quand tu fais des feux, que tu montes une tente, que tu restes plusieurs jours, que tu laisses tes déchets, c'est tout ça. Mais si en vrai tu fais ton campement puis tu dégages, les gens qui ont l'habitude de voir des randonneurs, ils disent rien. Ça c'est pas une tente, du coup vous voyez c'est juste un tarp on appelle ça, c'est comme une bâche que je monte, je peux la monter de plusieurs formes. Pour cette première nuit j'ai fait en canadienne, à demi fermée, c'est-à-dire fermée ici mais ouverte là. Et je vais essayer différents modèles pendant cette rando, différents setups, différents moyens de la tendre, de la planter. Stevenson, lui, il a entrepris son voyage à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire une époque qui était très différente de la nôtre. Alors, je ne vais pas tout énoncer, mais les moyens de transport, la technologie, les infrastructures ont considérablement évolué depuis le voyage de Stevenson. Il n'y avait pas de route en bitume ou de voiture à l'époque. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler des principaux changements et des défis que tu as rencontrés en refaisant ce voyage, mais au XXIe siècle? Et des changements spécifiques au XXIe siècle? Le premier qui me vient en tête là, c'est déjà la mise à disposition pour le randonneur de gîtes et d'espaces aménagés pour le randonneur. Que Stevenson, si on va par là, il a été l'éclaireur, celui qui a créé le chemin. Donc lui, c'était vraiment, il fait nuit, il faut que je dorme. Donc je suis dans une forêt, je dors dans une forêt. Que moi, si je voulais, je pouvais respecter ce qu'on appelle les étapes. Les gens qui font des randonnées ont l'habitude, c'est souvent découpé comme ça. C'est une étape égale une journée. Et souvent, les étapes sont faites en sorte que le soir, tu arrives dans un gîte, dans un lieu où il y a des restaurants, de quoi manger, de quoi dormir. Et du coup, ça, c'est le premier aménagement qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, c'est programmé naturellement pour que tu aies toujours un confort du 21e siècle. Que le soir, tu trouves toujours ton eau chaude, ton repas chaud, ton électricité. Et moi, c'est un peu de ça que j'ai voulu me sortir. Et pour ça, ça a été tout simple. Plutôt que de respecter les étapes, il suffit que tu te décales d'une demi-journée. Ce qui fait que le soir, après, tu es toujours dans le sauvage, en fait. Tu es toujours dans un entre-deux-villes où, par la force des choses, il n'y a rien. Il n'y a pas le confort. Après, attention, ça m'est arrivé que j'arrive dans le soir comme par hasard. Il y a une ville et tout. De toute façon, là, j'ai la flemme de marcher. Là, n'en peut plus. On dort là ce soir. Mais même dans une ville, je n'allais pas dans un gîte. J'ai vraiment fait 0 gîte, 0 hôtel. Mon but, c'était soit de me faire accueillir par l'habitant, mais je faisais pas non plus l'aumône. Donc je disais pas bonjour, je peux dormir chez toi. C'était que si, au fil de la rencontre, ça se déclenchait.
Soit tout simplement j'étais autonome, c'est-à-dire que ce soir personne me propose, donc je trouve un coin de verdure pour l'âne principalement, avec un peu d'eau, toujours de l'eau, et je dors à côté vraiment dans mes couvertures. C'était pas ce manteau-là, c'était un gros manteau en laine qui me faisait de couverture. Donc cette fois j'ai monté le tarp en ce qu'on appelle un demi-tipi, et non pas en canadienne. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais profiter de ces vidéos pour essayer différents montages. Dis bonjour aux gens qui passent. Ça peut sembler pas très grand, vu comme ça de l'extérieur, mais en fait c'est ça qui est génial avec ce montage. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il me fallait un bâton l'autre jour, parce que c'est le bâton qui fait le pilier. En haut c'est un chiffon pour pas percer la tarpe. C'est qu'en fait à l'intérieur c'est plutôt très grand. C'est plutôt vraiment grand et spacieux, et c'est ce qui est génial. Putain, ce tronçon de route, un enfer. Ça fait 15 minutes qu'on est à côté d'une départementale où il y a beaucoup de passages. Chaud là, c'était inintéressant. Merde, c'est dommage parce que j'aimais bien, les décors sont magnifiques. Ouais, il y a l'eau là et tout. C'est juste dangereux en fait avec un âne. Je sais pas pourquoi, cette partie-là, ils l'ont juste pas aménagé quoi. Ils se sont dit on va plutôt faire du réaménagement social dans ce coin, mais on va pas réaménager la route. Quand Stevenson, lui, il était sur la route, il n'y avait pas des voitures qui passaient à côté de lui, donc il n'y avait pas de danger au niveau de la sécurité routière. Il n'y avait pas, je sais pas, t'as toujours un abruti qui va passer à côté, qui va klaxonner, peut-être le coup de klaxon va faire peur aux animaux. Est-ce que ce truc-là, ça faisait partie des difficultés du périple ? En vrai, Robert Louis Stevenson, le chemin, je parle quand je dis Robert Louis, le chemin de Stevenson, pardon, il est vraiment beaucoup dans le sauvage. Il est beaucoup dans le sauvage, et donc le seul moment où tu croises de l'urbanisme ou de la civilisation, c'est souvent en fin de journée quand tu arrives dans un village, parce que même des villes, on passe pas de ville quoi, enfin pas de ville comme on l'entend, pas une ville comme Lyon, t'en passes pas sur Robert Louis Stevenson. C'est plutôt des gros bourgs, des villages, et les gens ont mine de rien l'habitude de voir des randonneurs, parce que maintenant c'est un chemin qui est très fréquenté. J'ai pas de souvenir d'une problématique avec le côté moderne, comme une voiture qui klaxonne, mais j'ai une anecdote quand même si tu veux. J'arrive dans un village à midi, je me dis j'ai envie de me faire un café. Ça c'est mon petit péché mignon. Et en fait j'avais la flemme d'attacher l'âne et de tout défaire. Donc en fait je dis vraiment à un gars d'une terrasse, est-ce que tu peux me tenir l'âne à sa longe ? Et lui il me fait bah oui, il me fait oui j'ai l'habitude, j'ai vu le film, justement il me parle du film, je sais plus comment il s'appelait. J'ai vu le film Modestine et moi, ou je sais plus quoi. Je suis bon, il a l'air de savoir, donc je rentre, et vraiment à peine je rentre dans la boulangerie, qu'un scooter passe, avec le pot d'échappement là. L'âne prend peur de ça, et le mec, en fait un âne faut pas lutter, s'il tire faut lâcher parce qu'il t'emporte en fait. Et le mec n'a pas lâché, donc en fait il a été traîné sur tout le bar. J'en rigole mais il s'est blessé et tout. Il avait le t-shirt déchiré, il saignait, mais ça a pas duré une fraction de seconde quoi. Et donc je me suis retourné, et là le mec il passait du rire aux larmes quoi. J'espère que vous avez une bonne assurance, il était là, parce que moi je vais porter plainte et tout. Du coup ça s'est retourné contre moi. Et après t'as le barman, le gars qui est sorti, qui a calmé le jeu, qui a fait oh mais c'est pas grave monsieur, vous avez rien, il lui a mis du pansement. Voilà, et moi je me sentais vraiment con, je me dis plus jamais je donne mon âne à quelqu'un d'autre que moi-même. Et là pour le coup c'est vraiment un scooter, donc c'est la modernité qui a créé cette problématique. Après, on va essayer de rester concentré sur l'aventure de Stevenson, mais sur mes aventures qu'on suivit ensuite avec des ânes, oui par contre. Oui, là les voitures sur des grands axes, ça a été des galères. Vraiment. Ouais, parce que tu étais également allé jusqu'à Rome avec un âne. Ouais, c'est ça, avec 2 ânes même. Avec 2. Avec 2 ânes et une calèche, j'ai été jusqu'à Rome, et là oui, c'était vraiment... Là, je me suis bouffé le 21e siècle de plein fouet quoi. C'est-à-dire concrètement, tu as des exemples, des anecdotes quasiment tous les soirs, compliqué de trouver un endroit où dormir, parce que trop encombrant, je suis avec une calèche, je suis avec 2 ânes, aucun lieu calme. Les ânes ils ont besoin de calme, ils ont besoin de terrain vert, et vu que moi je n'organise pas ma rando, je suis pas du style à appeler oui j'arrive dans une semaine avec 2 ânes, préparez-moi un champ. Non, c'est vraiment, parce que ça j'en parle beaucoup moi sur ma chaîne, il y a une part de spiritualité, et je parle beaucoup des synchronicités, le fait de laisser faire la vie en fait, d'arriver et de s'adapter avec ce qui se passe. Et du coup ma chaîne YouTube c'est un peu une application de ça au jour le jour, c'est pour dire aux gens regardez, il y a toujours une main tendue quand il y en a besoin. Enfin voilà, je mets en pratique ce que j'explique en théorie dans mes vidéos. Et je me suis perdu, je suis désolé. Et du coup là T'étais sur le périple moderne et les difficultés lorsque t'es allé en Italie par rapport aux voitures. Voilà, mais truc tout bête, les routes goudronnées usent le sabot d'un âne plus que
j'allais dire la racaille, que la rocaille, ça se dit ça? Plus que la pierre. Ouais. Plus que la pierre, plus que les chemins de terre, c'est-à-dire qu'un âne dans une journée, dans le sauvage, il va marcher dans un terrain un peu boueux, il va marcher dans de l'herbe, dans de la terre, dans du caillou, dans du sable. Donc en fait, ça va s'user de manière normale, en fait, naturelle, que sur le goudron, pas du tout. Alors que pourtant, j'aurais pu penser le contraire au début, de me dire que le goudron, c'est uniforme et vu que c'est toujours pareil. Non, en fait, c'est... Et du coup, par exemple, le simple fait d'être sur une route avec un âne, j'ai dû acheter des sabots à mon âne, chose que je n'ai pas eu besoin de faire avant. Ils ne sont pas ferrés, mes ânes, ils n'ont pas de fer. Donc c'est vraiment leurs sabots sur le goudron. Et ça, c'est un truc de la modernité. La police aussi. Tu arrives dans une ville. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque de Stevenson, il voit un randonneur avec un âne. Je pense pas que ça attirait les foules. C'était comme une sorte de normalité. Genre, c'est un voyageur, quoi. Sur Stevenson, il y avait un phénomène de curiosité qui fait que toi, le soir, tu as marché. Tu te dis, j'ai envie de tranquillité. Mais en fait, non, tu attires les gens par le spectacle que tu dégages. Et au final, moi, sur la fin, ça aussi, je trouvais que c'était un problème. Parce que je me disais, mais là, en fait, j'ai juste envie de dormir, il faut que je monte mon camp, il faut que je m'occupe de l'âne. Et du coup, les gens, il faut que je monte la vidéo aussi sur YouTube. Et du coup, les gens t'accaparent du temps, en fait, en te posant 10 000 questions. Et même si c'est génial, à un moment donné, tu te dis, par contre, maintenant, il faudrait que je fasse mon montage, il faudrait que je dorme, il faudrait que demain, je sois prêt pour la nouvelle journée de marche. Et ça, c'est les petits trucs, je trouve que la modernité m'a... Mais bon, il y a aussi des avantages, si on va par là. Genre, j'étais bien content de trouver une épicerie où je pouvais m'acheter un bout de pain. Des épiceries qu'il n'y avait sûrement pas à l'époque dans tel village. C'est le GR70, c'est ça? Ouais. Effectivement, je vais afficher une carte à l'image, la regarder. Si vous regardez à l'image, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, on est sur des zones qui sont relativement sauvages. Il n'y a pas de grandes agglomérations. Et effectivement, il y a une très large partie du GR70 qui est sur des routes non goudronnées. Donc, on est en pleine nature. Ouais. J'ai eu le bol de le faire aussi, moi je l'ai fait au début du printemps, donc j'ai eu une météo clémente, mine de rien, malgré le fait que je parlais d'un orage tout à l'heure, mais j'ai eu beau temps. Donc tous les champs, les forêts en fleurs, enfin c'était vraiment magnifique. Et ça aussi, ça aide à avoir ce confort de se dire je dors dehors, il fait moins froid la nuit. Quoi qu'il y avait du givre encore quand je suis parti. C'était fin mai, début mai, je sais plus. Ouais. Il y avait du givre. Donc je suis parti avec une bouillotte au début, j'avais tellement peur d'avoir froid. Finalement je m'en suis pas servi, mais... D'accord. Avec cette source, j'ai appris qu'elle était potable. J'ai un peu traîné parce que j'en ai profité pour me faire un brin de toilette. C'est-à-dire j'ai pris le seau d'eau d'Archie que j'ai rempli à la source. J'ai été me cacher derrière un buisson. Je me suis lavé intégralement, ça a fait du bien de rafraîchir. Donc brin de toilette, et vu qu'il y avait un lavoir, brin de lessive, sans savon, je fais qu'à l'eau claire. Du coup j'ai lavé chaussettes, caleçons et mon mouchoir. Mon petit mouchoir ici. Il y a un truc essentiel pour rester en vie, c'est d'avoir de l'eau potable. Les défis de l'approvisionnement en eau potable, c'est l'un des points qui sont évoqués dans le livre de Stevenson. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment est-ce que toi, tu as assuré la gestion de l'eau. Où est-ce que tu t'approvisionnais en eau? Et puis, dans quoi tu stockais ton eau, tout simplement. Stevenson, de mémoire, il avait une petite gourde en pot. Et toi? J'avais aussi une gourde en pot. En fait, c'était une bouteille de verre recouverte de peau. Donc, ça fait, c'est pour garder au frais. Gros avantage de ça, c'était mon stock d'eau. Désavantage, c'est que c'était un peu lourd. Même quand la bouteille était vide, elle fait son poids, mais par contre, je la portais. En fait, moi, je ne faisais pas porter les trucs trop lourds à l'âne, parce que j'avais, à l'inverse de Stevenson, j'avais un peu de pitié de mon âne. Je voulais pas trop le charger. Du coup, moi, je portais l'eau sur moi dans des vieilles gourdes. Là aussi, ça faisait partie du côté historique. Je trouvais de l'eau potable. En fait, Stevenson a raison. C'est une galère de trouver de l'eau potable en rando. C'est même une des principales inquiétudes. Par chance, la modernité en France fait qu'on trouve toujours une fontaine avec écrit eau non potable ou eau potable. Tu arrives dans un village, tu demandes toujours au local, est-ce que vous savez où je peux trouver de l'eau potable ou est-ce que cette eau est potable? Tu as toujours des toilettes publiques où tu as des robinets. En fait, printemps-été, quand les circuits d'eau sont réactivés, parce que souvent en hiver ils les coupent, en France on trouve aisément de l'eau potable. Donc j'ai pas, en tout cas sur Stevenson, je n'ai pas galéré de ce côté là. J'ai galéré sur d'autres aventures, principalement en Espagne, sur le chemin de Compostelle. En Italie, lorsque j'ai été à Rome, oui, là ça a été une problématique. Et d'ailleurs j'ai dû passer sur des moyens plus modernes. Là j'ai une gourde filtrante par exemple. Mais sur Stevenson, non, j'ai eu de la chance de toujours trouver de l'eau potable. Et rare fois il m'est arrivé de devoir la purifier.
Là, c'est par exemple, tu as une rivière qui coule, tu remplis ton truc, je la faisais bouillir, donc je faisais un feu et je faisais bouillir mon eau. J'avais une gamelle, tu sais, un truc en, je sais pas ce que c'est, la matière, aluminium ou je sais pas quoi, inox. Je faisais bouillir mon eau et là, après, je pouvais la boire de manière un peu plus sereine, quoi. Puis, c'est un lieu où il y a toujours des fontaines d'eau. Vous trouverez toujours de l'eau et l'eau sera toujours potable. Bon, sauf en hiver quand ils coupent les robinets, pour pas que ça gèle. Ah, il y a Archie qui m'appelle. Ce qui est cool quand tu as les ongles longs, c'est que ça te permet d'aller récurer le dessous de tes ongles où il y a du caca. Caca que tu n'aurais pas si tu n'avais précisément pas les ongles longs. Vous comprenez le paradoxe? Je lave mon mouchoir. Ce mouchoir, je le lave tous les jours parce que vu tout ce que je lui mets dans la tête, je m'en sers aussi bien pour me moucher que m'essuyer les mains, que torcher Archie bientôt, quoi. Donc oui, à un moment donné, heureusement que je le nettoie. Les mouchoirs en tissu, c'est la vie. Je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas de mouchoirs en tissu. Ça devrait être un truc qu'on apprend dans l'école, quoi. Ouais, alors ça c'est un truc, puisqu'on en parle. Moi j'aurais imaginé que tu aurais pris un filtre Sawyer ou alors là tes gourdes c'est la marque Oco. Et... Oco. Oco. Mais non, on pète pas du tout. Tu m'as expliqué tout à l'heure, tu filtrais dans un t-shirt et tu faisais bouillir l'eau. Ouais, c'est ça. Tu filtres les impuretés d'abord. Tu prends pas une eau boueuse, quoi. Tu essaies d'avoir l'eau la plus claire possible. Ça veut pas dire qu'elle est potable, ça. Ça veut juste dire pour pas qu'il y ait de particules en suspension. Et après, tu la purifies avec du feu. Enfin, avec du feu en ébullition, ouais, c'est ça. Mais par exemple, tu as aussi les petites pastilles de chlore. Ouais. Tu as d'autres méthodes. Tu as celle-là, tu as les gourdes modernes. Mais non, moi, à ce moment-là, je dis à ce moment-là parce qu'en fait, maintenant, j'ai choisi la facilité. Maintenant, j'ai cette gourde filtrante. Parce que si tu veux, j'ai l'impression que j'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais être survivaliste. Et que j'avais besoin de me dire, regardez, je vis l'aventure comme Stevenson. Mais maintenant, en fait, j'ai l'impression que... Enfin, comment dire, j'ai moins de complexe avec ça, de prendre un moyen moderne pour filtrer mon eau. Parce qu'au bout d'un moment, il en va aussi de la santé, quoi. Et voilà. J'ai récupéré Archie, je l'ai batté, je lui ai mis son bas. Batté, débatté, j'ai un peu du mal avec cette expression à chaque fois. Alors on va rester sur la logistique. L'âne, ça permet de transporter l'équipement, mais toi, tu avais quand même un équipement limité. Stevenson aussi, il avait un équipement limité, c'était principalement des vêtements, de la nourriture, quelques outils. Toi, tu avais quoi concrètement comme équipement? Exactement le même que Stevenson, sauf... lui, de mémoire, dans son livre, il porte des choses vraiment lourdes. Je crois qu'à un moment, il parle d'une centaine de kilos, je suis pas sûr, qu'il blinde sur Modestine. Il parle de bouteilles de verre et tout ça. Moi, j'avais pas de... Tu t'amuses pas en rando à prendre une bouteille de vin rouge en verre. Si t'as vraiment envie de vin rouge, tu bois ça dans un bar, mais tu te trimbales pas une bouteille. Parce que rien que porter le verre, c'est lourd. Non, moi, j'avais donc... Alors juste, je me permets pour préciser aux gens, tu dis ça parce que Stevenson avait pris avec lui une bouteille de Beaujolais. Quand il est parti avec une bouteille de Beaujolais, voilà. C'est ça. Stevenson picolait, les amis. Dans son livre, il boit juste du vin et de la gnôle. À aucun moment, il a écrit le mot « eau » dans son livre. Mais si, j'ai une anecdote dans le livre, c'est qu'à un moment, il y a tout qui tombe, il n'arrive pas à mettre le bas, et à chaque fois, il y a les bouteilles qui roulent, il y a des trucs qui se brisent. Enfin, de mémoire, dans son livre, il y a vraiment une histoire de... Il est très chargé, lui. Ouais. Mais globalement, je dis moi dans mes vidéos que je prends sans objet moderne, donc ça veut dire pas de tente, donc pas avec ces tissus imperméables modernes. Donc c'était vraiment une couverture en laine carrée, comme on trouve des fois dans les chambres d'hôtel ou quand tu loues un Airbnb là, qui te mettent une couverture pliée dans le placard au cas où t'as froid. C'était ce type de couverture là, que c'est en grosse laine épaisse. C'était aussi ma pèlerine. La pèlerine, en fait, c'est un manteau qui est en laine. Comme ça que s'habillent les pèlerins, d'où son nom, pèlerine. Et en fait, ça me servait 2 capuches, 2 coupes-vent, 2 tapis le soir, 2 duvets la nuit, 2 nappes de pique-nique. Enfin, vraiment, c'est l'habit à tout faire. C'est anti-transpirant, ça craint pas l'humidité, ça craint pas le feu. Enfin, il y a tellement d'avantages avec ces grosses laines. Par contre, c'est lourd. Tu te portes une couverture sur toi, quoi. Alors, quand tu dis le même équipement que Stevenson avait également un revolver. J'imagine que c'était pas ton cas, non? Non, pas de revolver. Par contre, j'avais toujours le petit couteau. Alors pour rester sur l'équipement, quand on voyage comme ça, on se retrouve la nuit dans des endroits sans éclairage.
Et pour l'éclairage, Stevenson, lui, il utilisait 3 trucs. Hein. Il avait une lampe à alcool, il avait une lanterne, et il avait quelques chandelles. Et toi, tu t'éclairais comment? Une lampe à huile, des bougies, et j'avais quand même une frontale de mémoire, parce que la frontale c'est quand même bien pratique. Ouais. Et donc à pile? À batterie, ouais. À batterie que tu rechargeais pas, donc tu avais les piles pour la totalité du truc. Si, je recharge, en fait j'ai un... T'as un petit chargeur solaire ou un truc comme ça? Non, j'ai vraiment du mal avec le solaire. En rando, je parle. En randonnée, panneau solaire, je trouve que c'est du gadget. Non, j'ai un bloc de batterie. Je peux te le montrer ou pas? Ouais, vas-y. Par contre, il va falloir que tu y montes. Il lave un peu parce que je vais pas. Ah ouais, t'inquiète. En fait, j'ai ce qu'on appelle une power bank, tout simplement. D'accord. Donc, elle est lourde, elle fait son poids. Ouais. Et en gros, tu branches le câble USB là. Et moi, je suis obligé d'avoir ça vu que, comme on disait un peu plus tôt, je filme mon aventure et je fais du montage. Ouais. Donc, je suis obligé, vu que mon téléphone se décharge très vite quand tu passes toute la nuit à faire du de la montage. vidéo, ouais, c'est sûr. Donc, et ça, ça a l'avantage que du coup, je pouvais aussi recharger ma lampe frontale et c'est tout. En termes d'électricité. Et donc, lui, où je le rechargeais, le matin, quand j'allais boire un café dans un café par exemple, je demandais à l'aubergiste de me le recharger, ou dans les églises ouvertes. Je me suis déjà fait critiquer pour ça quand je dis ça, mais j'avais pas d'autre solution. Souvent dans les petits villages en France, on a les églises ou les chapelles qui sont ouvertes, et à force j'ai appris à savoir où sont les prises cachées, et du coup tu fais une pause d'1 heure, ça recharge tes trucs quoi. D'accord. Parce qu'en fait, on est pas loin de l'Ardèche. Hein. Vous voyez, si on peut tomber une gazette, Donc vous me dites, ça s'appelle comment la vôtre de rando? route Régordane. Régordane? Ouais. GR 700. Ouais. Je descends là. Après, j'ai un petit bout mais c'est pas très long en fait, parce que C'est c'est pas- Notre-Dame-des-Neiges. Ah oui, vous aussi. Moi aussi j'y vais. Ah ouais? Ouais. Voilà, on va se retrouver là-bas. Quand c'est à demain? Bon, ça Vous tout dépend, savez pas. tout dépend de l'âne. Est-ce que tu avais des équipements modernes qui ont pu modifier ton expérience du voyage par rapport à celle de Stevenson? Quand je dis modifier l'expérience du voyage, c'est au niveau de l'itinéraire. Par exemple, est-ce que tu as utilisé un GPS ou est-ce que tu avais une carte IGN papier? Avant que tu répondes, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. On ne sait pas comment Stevenson a fait son voyage, on n'a aucun élément. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il avait une carte d'état-major militaire, parce que sur ses petits carnets, il a fait des petits carnets, et sur ces petits carnets, il y avait les altitudes des points où il était. Donc, comme la seule carte, il y avait 2 cartes qui existaient à l'époque, c'était la carte de Cassini puis la carte militaire, et la seule carte qui mettait les altitudes, c'était la carte d'état-major. Donc, on a supposé qu'il avait une carte d'état-major, mais il y a aussi beaucoup de gens qui pensent qu'il avait aucune carte, et donc il a fait son périple sans carte. Dans son récit, on ne sait pas. Toi, t'avais une carte, t'avais un GPS, t'avais... Je suis parti. Non, j'avais pas de GPS. J'avais pas de GPS. Je suis le GR. Je suis le marquage. Donc c'est souvent. Oui, il y avait un balisage. Un balisage. Il faut dire un truc aussi. En 1970 à peu près, le GR 70 a été balisé. C'est-à-dire qu'avant, le chemin de Stevenson, c'était au petit bonheur la chance. Mais ça fait une 50aine d'années qu'effectivement il est balisé. Donc toi, t'avais pas de carte, t'avais pas de GPS, mais tu suivais le balisage du GR. Oui. Et après, j'avais quand même une carte papier, mais en fait, c'était pas vraiment une carte. C'est parce que j'avais pris avec moi. J'avais pris, comment ça s'appelle? C'est un petit bouquin, mais genre d'une 20aine de pages, qui t'explique ce qu'a fait Stevenson un peu. Donc tu sais, comme un supplément au livre de Stevenson. Donc chaque jour, je lisais, aujourd'hui, il est parti de Saint-Germain-de-Quelbert jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Il a croisé sur son chemin un curé. Donc c'était un petit fascicule qui récapitulait, oui, ça se dit ça, les journées de Stevenson. Et du coup, là-dessus, j'avais des indices de cartes. Ça me disait tel village jusqu'à tel village. Et tu avais au moins le nom des villages, parce que c'est un truc qu'on a dans l'époque moderne, on a la signalétique avec les panneaux et tout ça, alors qu'à l'époque, tu n'avais pas des panneaux qui te disaient le village de tel truc et à X kilomètres dans telle direction. Après, je vais pas te mentir, il est bien balisé. C'est le chemin de Stevenson. Moi, j'ai fait l'intégralité du chemin de Compostelle sans carte. Mais quand je te dis sans carte, c'est vraiment tu marches et à chaque intersection, parce que c'est comme ça que ça marche, tu as une croix pour te dire c'est pas là, tu as une flèche pour dire c'est à droite, ou tu as une flèche tout droit. Et j'ai fait ça pour Stevenson aussi. Parce que pareil pour les spectateurs, pour l'anecdote, Stevenson a trouvé le moyen de se perdre le premier jour du voyage. C'est-à-dire que le premier jour du voyage, il s'est perdu. Il a passé la nuit dans la cambrousse et ensuite, après, il s'est remis sur le bon chemin. Mais c'est aussi l'une des hypothèses pour lesquelles certaines personnes pensent qu'il n'avait pas de carte, c'est que... il s'est perdu. Il s'est perdu, quoi, le premier jour. Alors, j'étais en train de monter la côte et je viens de rencontrer... Comment tu t'appelles? Alexandre. Salut Alexandre, Céleste du coup.
Enchanté. qui m'a reconnu. Il m'a dit hey, bunker sauvage, c'est la grande. Du coup, tu fais Stevenson dans l'autre sens, toi? Ouais, donc moi j'habite un petit village à côté de Saint-Jean-du-Gard. Ouais. Et donc je remonte le Stevenson jusqu'au Puy-en-Velay pour ensuite partir à Saint-Jacques. Trop bien. Et Saint-Jacques, tu vas le faire en entier? Ouais, en entier. Un peu suite à tes vidéos Ah, qui m'ont inspiré. Stevenson, il a fait des rencontres qui étaient mémorables pendant son voyage, comme celle du Père Apollinaire à Notre-Dame-des-Neiges. Alors, je veux pas dire de conneries, mais je crois que toi, Notre-Dame-des-Neiges, tu y es pas allé. C'est ça, j'ai T'as- pris une variante. Tu as fait une variante. Ouais. Mais est-ce que toi aussi, tu as fait des rencontres comme ça qui t'ont marqué? Et c'est quoi la rencontre qui t'a le plus marqué? C'est avec un âne. J'ai rencontré un autre âne sur J'avais celui que j'avais loué. Ouais. Et pendant mon aventure, j'ai rencontré un âne qui s'était échappé. Donc c'est marrant parce que dans ma vie de tous les jours, les ânes, c'est pas un animal qu'on croise. Et là, en fait, vraiment, je suis en train de faire Stevenson avec un âne. Et en fait, un soir, dans un village, à pas d'heure, à 1h du mat, un âne qui vient vers moi, sans collier, sans rien. J'arrive à le rattraper et je l'ai fait dormir dans l'enclos avec l'âne que j'avais. Ouais. Et c'est devenu mon âne actuel en fait. C'est devenu, enfin bref, le hasard des choses a fait que cet âne, j'ai pu l'adopter ensuite. Ah, Et actuellement, d'accord. c'est avec cet âne que je suis parti en Italie et tout. Et ça a vraiment été, pour moi, quand je pense à Stevenson, je me dis, mais c'est quoi cet âne que j'ai croisé vraiment à 1h du mat? Il était en train de défoncer des chaises d'un bar. Il y avait un petit bar qui était fermé, mais tu sais, il laisse la table et les chaises dehors. Mais sinon, en termes rencontre humaine, j'ai rencontré un couple de soixantenaires qui marchaient aussi avec un âne. Je crois qu'ils étaient anglais. Eux, ils étaient très charmants et du coup, on a fait un jour de marche ensemble. Donc, on n'a pas beaucoup échangé sur les ânes et sur la vision du monde en général. J'ai rencontré deux petits vieux de 80 ans. Elle était catholique, lui protestant. Il s'avère qu'ils me suivaient sur les réseaux. Donc, c'est des abonnés en gros. Ouais. Quand ils sont arrivés, je m'y attendais pas parce que je sais pas, dans ma tête, inconsciemment, quand tu crées une communauté sur YouTube, j'ai l'impression qu'on se projette en tant que créateur, qu'on a l'impression qu'ils ont à peu près tous notre tranche d'âge. Et du coup, quand d'un coup tu vois des abonnés qui sont des enfants, des gens de ton âge, et puis des vieilles personnes, ça m'avait fait un peu bizarre de me dire attends, mais ils me suivent vraiment avec toutes les conneries que je raconte et tout. Des fois, j'ai un humour qui s'adresse surtout à ma génération. Quand je parle de jeux vidéo, par exemple, dans mes trucs, et du coup, je me dis mais ils arrivent à comprendre. Donc ouais, il y a eu des rencontres fortes. Bonne route voisin, la route c'est ce qui est le mieux dans le chemin. J'espère tout ira bien pour toi, garde un bon souvenir de Ben de West. Putain, c'est gentil ça. C'est qui a posé ça, Archie? Je pense que c'est la personne qui m'a fait à manger hier. Trop bien. J'essaie de voir si j'oublie personne. Enfin, j'ai rencontré plein de gens en vrai, mais je te dis, ça va de l'aubergiste qui me propose de dormir dans son étable à une mère de famille qui m'accueille chez elle plusieurs jours. Mais ça, c'était à la fin du périple. Une fois que j'ai ramené l'âne de location, parce que ça a été un déchirement aussi, un peu comme dans Stevenson. Hein. À la fin, il revend Modestine. Finalement, le livre se termine comme ça, que Modestine lui manque au final. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé avec Archie. Mon âne s'appelait Archie, que j'ai loué. Quand je l'ai rendu à l'ânier, putain, c'était une déchirure. Alors justement, la relation avec Modestine, c'est un point important du récit, parce que Modestine, c'est pas une mobilette, c'est pas un moyen de transport, c'est pas un objet, c'est un être vivant. Et est-ce que tu peux nous partager ton ressenti sur le lien qui s'est développé entre toi et ton âne au cours du voyage? Et alors, comment il ou elle s'appelait? Elle s'appelait Archie. Archie, elle s'appelait Archie. Ouais. T'as eu quel type de relation avec cet animal? Compliqué, avec un âne, c'est toujours compliqué. Et non, justement, ça a été le cliché d'une aventure. On dirait presque de la mise en scène, mon aventure avec mon histoire avec cet âne. Parce qu'au début, c'est compliqué, comme tu dis, genre elle veut pas traverser un filet d'eau, c'est même pas une rivière, hein, c'est un filet d'eau qui traverse la route. Elle veut pas, ça fait du bruit, il y a de l'eau. Et il y a un passage où c'est elle qui traverse l'eau et c'est elle qui te tire. Voilà, Ça, je m'en souviens de ça. En fait, vu que j'ai la chance d'avoir filmé, on la voit cette progression. Donc, ça serait dans un film, on se dirait, oh, c'est trop gros, ça fait cliché. Genre au début, ils sont pas amis, et à la fin, ils sont inséparables. Et ben, c'est vraiment ce qui s'est passé. Au début, Archie ne voulait pas traverser. Elle avançait, j'étais tout le temps en train de la tirer. C'est-à-dire que moi, je marchais. D'ailleurs, j'en avais mal le soir ici à l'épaule, Ouais. de toujours tenir la laisse. Et ben, à mi-parcours. Je tenais même plus la laisse, limite je lui accrochais même plus, elle me suivait, soit elle derrière, soit elle devant. Après c'est elle qui traversait carrément en faisant des sauts, et du coup on s'est liés d'amitié exactement comme quand tu t'attaches à un animal de compagnie.
Et moi, Archie, enfin ça je le dis maintenant, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai proposé énormément de fois à l'ânier de lui acheter. Si tu veux, j'étais tellement attaché à l'âne, je lui ai dit, est-ce que tu veux pas me la revendre? Et il dit, ah ben non, c'est mon âne, Céleste. Et je lui disais, je laissais reposer 2-3 jours, est-ce que je suis prêt à te mettre tant? Et je mettais les sommes. En fait, je suis tellement tombé amoureux de l'ânesse que j'étais prêt à tout pour l'avoir. Alors après, j'ai fini par arrêter. Je me suis dit, non, mais c'est son âne, sinon ça s'appelle du vol quand tu veux son âne. Tu vois. Mais ça a été très compliqué de rendre cet âne. Ouais. Archie, j'ai remarqué dès l'instant que je m'arrête, elle s'arrête. Regardez, on va faire un test. Voilà, nickel. Et dès que je repars, elle repart. Allez, on y va, Archie. Hup. Je lui ai appris à dire hup. Voilà, voyez. Il y a un truc souvent qu'on raconte, Céleste, c'est que le voyage avec un âne, ça peut être imprévisible. Hein. Enfin, est-ce que tu as des anecdotes de moments où ton âne, il a montré un caractère expiègle ou obstiné ou... Enfin, tu connais l'expression, têtu comme un âne, quoi. Ouais, têtu comme une mule. Ouais. En fait, alors oui, je connais ces expressions, oui, j'ai eu des moments mémorables, mais je trouve malheureusement que les ânes souffrent de cette mauvaise réputation qui est fausse, parce que du coup, on associe aussi souvent le bonnet d'âne aux enfants qui font des bêtises, ce genre de trucs. Donc en fait, les gens, de manière générale, ont ce stéréotype de l'âne, que c'est un animal bête, têtu, qui veut jamais avancer, que tu es toujours obligé de fouetter, qu'avance avec la canne à pêche et la carotte. Enfin, il y a un tas de clichés. Et moi, quand j'ai rencontré les ânes, je me suis rendu compte que c'est tellement tout l'inverse. Un âne, c'est super intelligent. En fait, si ça veut pas avancer, c'est parce que ça a compris un truc que les autres animaux n'auraient pas compris. On les compare souvent, par exemple, aux chevaux. En fait, un cheval, ça avance parce que justement, c'est dompté, parce que c'est moins intelligent, ça se laisse dominer. Un âne, ça a son caractère. Ça veut pas traverser parce que là, il le sent pas. Il a peur de se tordre une cheville ou il sait pas s'il y a un serpent dans le buisson, il va pas y aller. Donc toi, t'auras beau y aller, même le fouetter, ça marche pas. T'auras beau l'éclater, non, je veux pas y aller. Donc c'est de là que vient l'expression, têtu comme une mule. Mais le petit souvenir que j'ai, par exemple, avec un âne, c'est, encore une fois, c'est l'exemple même, le dernier jour, c'est-à-dire le lendemain, je dois rendre l'âne. Donc c'est ma dernière étape. Je passe une dernière nuit. Je me rappelle très bien, c'était à Vallée Française, c'était quelque chose comme ça. Ça fait une belle phrase, je me rappelle très bien. Je me rappelle tellement bien que je me rappelle plus. Ouais. Saint-Étienne, Vallée Française, c'était ça le titre le nom du village. Je dors près d'une rivière, donc je venais de me taper toute la journée, j'en pouvais plus, j'avais les jambes éclatées. Et en fait, l'âne, pendant que je lui monte son enclos, parce que le soir je devais monter un enclos pour l'âne, pendant que je lui monte son enclos, en fait, je lui faisais tellement confiance, parce que là on est à la fin du voyage, que je le détache le temps qu'il broute, comme ça je monte son enclos, et après je lui dis alors pour la nuit tu dors là. Je le détache un peu trop tôt, il comprend l'âne, il se dit aujourd'hui il m'a pas mis dans l'enclos, il m'a détaché avant. Mais moi je pensais que la confiance était établie, il s'est barré en fait, donc il commence à marcher, donc j'ai attends, reviens par là Archie. Je commence à marcher, sauf que ça c'est pas. En fait quand t'es derrière l'âne c'est fini, parce que l'âne après tu courras jamais plus vite. Souvent pour attraper un âne il faut être deux, il faut qu'il y ait quelqu'un devant, ou que tu le coinces dans un angle. Mais si t'es derrière comme un con, et c'est ce qui s'est passé, en plus j'étais en train de me mettre en tenue de nuit, donc là j'étais plutôt en chaussures, j'étais je crois en tongs ou je sais pas quoi, et là je me mets à courir derrière l'âne. Alors, j'ai tout laissé mes affaires, hein, ma caméra, mon matos, il y avait juste l'âne, et moi limite en slip parce que je m'apprêtais à aller faire un plouf. Genre, allez, reviens Archie, plus je courais, et en fait ce qui m'a dégoûté, c'est qu'il a simplement fait bien 2 km du même chemin qu'on venait de prendre. Donc j'ai couru et en fait là je me suis dit ils sont vraiment cons les ânes, je me suis vraiment énervé, je pestais et en fait j'ai compris, il est simplement retourné voir des chevaux dans une prairie qu'on avait croisée quelques heures plus tôt. Il voulait voir des amis. Il avait vu ses potes et il se disait tiens je suis libre, il me laisse faire ce que je veux, je retourne voir mes potes. Et du coup je m'en étais voulu de m'être énervé parce que quand je suis arrivé, d'un coup il s'est arrêté de lui-même, donc j'arrive à lui remettre le licol autour du cou. Et là je me dis mais pourquoi t'es revenu là, pourquoi ici précisément? Et là je comprends en fait, il avait vu un peu plus loin des chevaux, ils se regardaient les deux, et ça m'a vachement touché de me dire mais il a enregistré ça, parce qu'on y était passé ici il y a bien 2 heures en avance, hein. Sauf que je marchais à ce moment-là, mais là je l'avais fait en courant, et là vraiment donc là ce jour-là un mec qui aime pas les ânes se dit ah oui c'est vraiment con un âne, c'est vraiment têtu, mais là ce jour-là j'ai compris qu'il y avait une raison en fait, il voulait voir ses amis. Qu'on ne vienne plus jamais me dire qu'un âne c'est pas intelligent, vraiment. Je lui ai posé la question si elle préférait en bas ou en haut. Elle remonte d'elle-même en haut. Elle connaît le chemin, elle a mémorisé la route. Elle se retape les marches, tranquille. C'est tellement génial. J'adore les ânes. Elle a été énorme aujourd'hui.
Elle a été vraiment excellente. C'est très intéressant ce que tu racontes. Moi, dans le dernier bouquin que j'ai sorti, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec des gens qui avaient des ânes. Et il y a un truc qui revient de manière récurrente, mais vraiment, tout le monde m'a dit la même chose, c'est que, en fait, c'est des animaux qui sont vachement intelligents. Il y a quelqu'un qui m'a sorti l'expression, un cheval, ça se dresse, Ouais, c'est ça. un âne, ça s'éduque. Ouais, c'est ça. Et- Moi aussi, on me l'a sorti, celle-là. Et est-ce que c'est un ressenti que tu partages, toi? Est-ce que alors, il ne s'agit pas de dire que les chevaux sont cons, quoi, mais est-ce que les ânes, c'est vraiment des animaux Ouais. Moi, je te dis, j'ai interviewé 3-4 personnes pour le bouquin sur les ânes. Ils m'ont tous dit la même chose. C'est des animaux super intelligents et qui comprennent, ça Ouais. rejoint un peu ce que tu disais, qui comprennent des choses que nous, on ne comprend pas. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi il bloque, on ne comprend pas pourquoi il passe à tel endroit, on ne Ouais. comprend pas pourquoi il fait ça. Et a posteriori, on se dit, ah merde, il avait raison, effectivement, Ouais. c'est l'âne qui avait raison, quoi. Ah ouais. Oui, je rejoins totalement ça et je confirme, les chevaux sont cons. non, mais vraiment, en fait, moi, je regrette même, si tu veux, pendant des années d'avoir été finalement dans ce moule qui était persuadé qu'un âne c'est con, quoi. Puis avec les histoires comme Pinocchio où tu vois les enfants qui sont passés se transforment en âne Enfin, en fait, on a dans cet imaginaire collectif que l'âne c'est vraiment bête, quoi, que c'est là un peu teubé. Puis il y a tous les trucs de la culture pop, je sais pas, je pense à l'âne dans Shrek, le dessin animé. Pareil, c'est toujours représenté comme un peu cucu, quoi. On a l'élégance du cheval parce qu'il y a des courses et tout ça, et des trucs, il y a l'équitation, le monde équestre. L'âne c'est un peu ouais, c'est le truc qui permet de transporter des poids lourds, du poids lourd, pardon. Et non, moi vraiment, les ânes, j'irais même jusqu'à dire que c'est plus intelligent qu'un chien ou qu'un chat. Enfin, vraiment, ça comprend. Moi, je vois par exemple mon ânesse actuelle, elle s'appelle Sindel. On a des codes entre nous. C'est-à-dire que quand je lui parle, elle sait quand je lui donne de l'amour ou quand je la dispute. Je le vois à plein de trucs, à ses oreilles, à sa bouche. Il y a vraiment un jeu qui s'installe, une relation, et elle m'en veut. Par exemple, là je suis parti pour venir ici à Lyon, je l'ai mise dans un champ, je sais qu'elle m'en veut, quoi. Ouais. Je sais qu'elle m'en veut très bien. Du coup, non, si, les ânes c'est très intelligent, et si j'ai pu réussir à faire un truc sur ma chaîne YouTube avec mes vidéos, c'est au moins montrer aux gens qui connaissaient pas les ânes que c'est pas du tout les animaux stupides qu'on imagine. Et il y a un truc aussi, tu parlais du bonnet d'âne tout à l'heure. Alors moi, ce que j'ai lu, c'est que le bonnet d'âne, en fait, on considérait que l'âne était un animal tellement intelligent que le bonnet d'âne, mettre un bonnet d'âne sur la tête d'un enfant stupide, c'était pour le rendre plus C'est intelligent ça. en lui donnant une partie de l'intelligence Ouais, de c'est l'âne. Et donc maintenant, on prend le truc à l'envers. Ah, ouais, C'est- exactement. Peter, Archie, me fais pas le même coup qu'hier. Hein. Tu traverses easy là. S'il te plaît. Non, s'il te plaît, Archie, pas maintenant, pas à cette heure-ci. Viens. C'est rien, Archie. On est à pied là. Regarde. Tu vois? On y va? Je viens de bousiller mes pompes pour toi. Allez, viens. Hop. Tu viens, Archie? Non, franchement, je vais pas avoir envie de jouer si tu me refais ce coup-là. Archie. J'ai réussi. En fait, je suis juste passé là dans l'herbe. Abonnez-vous. Il y a un thème sous-jacent dans le récit de Stevenson, c'est la solitude. Mais alors, et toi, on en parlait justement avec les réseaux sociaux. À l'époque des réseaux sociaux, toi, tu gardais un lien avec ton téléphone. Du coup, est-ce que malgré tout, tu as vécu cette expérience de la solitude? Est-ce que quand tu as ton téléphone, d'une manière, t'es pas seul également, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris. C'est une très bonne question. En fait, je compensais le vide en me donnant l'illusion d'être avec des gens, par le côté virtuel, comme tu dis, des réseaux. Mais en fait, dès l'instant que tu raccroches ton téléphone, genre au moment où tu dis ouais, c'est bon, j'ai fini, aujourd'hui j'arrête, j'ai l'impression que le gouffre est encore plus grand, la solitude. Parce que tu passes du coq à l'âne, justement, pour rester dans la thématique. Ouais. C'est-à-dire que quand tu viens de te prendre ta dose de foule numérique, et que d'un coup tu te retrouves justement dans le silence d'un bois avec la chouette qui crie au loin et les petits bruits ici et là, si la solitude elle est clairement présente, mais vu que ça reste un voyage avec un âne, t'es jamais vraiment seul. En Oui, l'occurrence, parce que t'as quand même un compagnon, c'est l'âne, en fait. c'est ça. Et du coup l'âne au final est très rassurant. Ouais. En fait, dès l'instant que tu entends du bruit, plutôt que de vite partir dans des idées, qu'est-ce que c'est un renard, c'est un loup, je vais me faire quoi? Parce qu'en plus, il y a des loups là-bas.
il y a le Gévaudan et tout ça, ton esprit part vite. Et non, moi avec l'âne, j'étais au contraire rassuré. Bah, est-ce que tu serais d'accord du coup pour dire qu'on est moins seul avec un âne qu'avec un téléphone? Oui. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, je vais même te dire un truc, je pense, depuis que j'ai fait cette rando, j'aurais du mal à repartir seul. Ouais. Et pourtant, c'était un premier pas que j'avais dû faire. C'est-à-dire, je me rappelle très bien ma première rando seule que j'ai faite. Il y a un truc à franchir psychologiquement. Quand tu dis, allez, ce soir, je dors tout seul dans la forêt, machin. Mais depuis que je suis repassé avec un âne, j'aurais du mal à refaire ce pas. À retourner tout seul, vraiment sans rien, avec juste toi et toi-même. Ouais. Toi et tes craintes. Il y a un aspect qui est intéressant dans tout le parcours de Stevenson. C'est pas le côté sportif, c'est le côté créatif. C'est-à-dire qu'il a fait ça, il a littéralement écrit un livre. Hein. Tous les soirs, il remplissait un petit cahier d'écolier. On peut se poser la question, est-ce que d'une certaine manière, c'est pas ce que tu as refait? Est-ce que tu avais également cette volonté de produire un document qui soit témoin de ton voyage? Sauf qu'à la différence de Stevenson, lui, il a utilisé le papier, puis toi, tu as utilisé la vidéo. Si, on peut clairement faire l'analogie. En fait, je suis persuadé que si Robert Louis Stevenson avait nos moyens, nos objets modernes, il aurait aussi fait avec un smartphone par exemple. Ouais. C'est juste qu'à l'époque, le moyen pour transmettre un message et une histoire, c'était l'écriture. C'était donc la narration par l'écrit, le manuscrit. Ouais. Et actuellement, moi, j'aurais pu aussi choisir le manuscrit, mais je suis plutôt, j'ai grandi avec la vidéo, je suis plutôt quelqu'un de l'image. Et donc, j'ai choisi le smartphone parce que c'était l'outil le plus pratique qui me permettait à la fois de pouvoir filmer, mais aussi monter. Parce que la particularité, je suis pas parti 14 jours filmer et après je suis rentré chez moi faire un documentaire que j'ai monté. Non, moi mon intérêt c'était de filmer et le soir même c'était déjà monté dans la boîte et publié sur les réseaux. Mais j'avais vraiment cette sensation, tout comme un journal intime. Stevenson écrivait jour 1, j'ai rencontré Modestine, jour 2, j'ai rencontré un pape, jour 3... un agriculteur, c'est exactement ce que je faisais, mais version 21e siècle avec un smartphone. Et d'ailleurs, tu as repris la même structure puisque toi, tu fais une vidéo par jour et donc chaque vidéo, c'est un chapitre de livre. Un chapitre de livre. Alors, il y a un truc qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que pour toi comme pour lui, Saint-Joseph, oui. Magnifique. Oui, on en parlait tout à l'heure parce que la basilique qui est là-haut est dédiée à Marie. Donc, ils ont mis Joseph en dessous. Il y a un truc qui est... Comment dire? Les gens, ils lisent le livre de Stevenson comme un récit d'aventure et ils n'ont pas en tête que c'est un projet créatif. C'est-à-dire qu'avant d'être un parcours, avant d'être un effort sportif, c'est un travail... Alors, on discutait tout à l'heure du mot qui conviendrait le mieux pour Stevenson. Pour Stevenson, ça va être écrivain. Pour toi, c'est peut-être vidéaste. Ouais. Mais ton travail à toi, ce que tu as fait, c'est pas de la randonnée en fait. Ce que tu as fait, c'est de la vidéo qui a pris comme support une randonnée. Ouais, c'est ça. En fait, moi, depuis tout petit, je veux raconter des histoires. C'est être un narrateur, c'est un conteur en fait. Le médium, ça a été la vidéo, mais ça aurait pu être de la peinture ou même un instrument de musique. Tous les soirs, tu écris une partition. Moi, c'est la vidéo et c'est là-dedans que j'arrive à mieux m'exprimer. Et du coup, j'ai choisi la vidéo, mais comme tu dis, là, c'était une randonnée, mais ça aurait pu être une autre thématique. Et donc, en fait, quand tu fais ce choix de la vidéo, tu te mets aussi des contraintes. Mais Stevenson a le même problème. Il a galéré toute la journée, il s'est fatigué toute la journée, et le soir, il est crevé, il doit allumer sa chandelle pour aller gratter sur son carnet les petites notes qui lui serviront à faire le livre. Mais toi, c'est pire. C'est pire parce que moi, tous les soirs, il y avait un public qui m'attendait. C'est comme si lui, tous les soirs, on lui demandait qu'il doit éditer et publier son petit manuscrit avec un oiseau voyageur. Ouais. Non, moi, en fait, c'est pire. Alors, je sais pas si c'est pire, mais en tout cas, il y avait une... En fait, de toute façon, je n'avais pas le choix. Pour la simple et bonne raison que mon smartphone n'a pas une quantité de cartes mémoire illimitée. Ouais. C'est-à-dire que une journée complète, du matin au soir, tu filmes. T'imagines les quantités de rush, de plans qu'on accumule. Ouais. Donc le soir, j'étais même obligé de faire mon montage parce que sinon je ne pouvais pas filmer la journée du lendemain. Il y avait marqué espace saturé, mémoire saturée. Donc c'est aussi la preuve, parce que je sais que sur ma chaîne YouTube, il y en a beaucoup qui me disaient « J'ai du mal à croire que tu montes ça en temps réel, c'est presque trop de boulot pour être vrai. » Mais en fait, j'avais déjà
dans la vidéo du lendemain, je pouvais répondre à son commentaire, donc c'est bien la preuve que je faisais mes vidéos. Ouais, c'est ce que j'allais dire. au jour le jour. Très souvent dans tes vidéos, on t'entend répondre à un commentaire qui a été fait la veille. Ce qui prouve que tu as monté la vidéo dans l'intervalle en fait. Ce qui prouve que j'ai monté la vidéo à l'intervalle. Comme je le disais, contrainte technique, je n'ai pas de carte mémoire, je n'ai pas un ordi avec moi, j'ai vraiment juste le smartphone. D'ailleurs, je rebondis sur une question, un commentaire. Quelqu'un qui m'a dit: je te crois pas que tu filmes entièrement avec le téléphone portable. Et ici, je te montre l'ombre du téléphone. Ouais. Donc si ma carte mémoire est vide, est pleine, pardon, je peux plus filmer. Donc en fait, les gens d'un coup auraient eu un trou de la journée 2 à la journée 5, ils disaient qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Donc tous les soirs, je me couchais dans le lit, comme tu dis, j'allumais ma petite chandelle et je faisais mon montage. En moyenne, c'est vers les 2h du matin que je terminais. Ce que les gens réalisent pas, parce que et c'est ce sur quoi j'essaye de mettre l'accent, c'est qu'il y a la performance physique, hein, parce que ça reste une randonnée, le GR70, et à cet effort physique s'ajoute le fait que tous les soirs, il faut que tu sois en état de faire du montage. Exactement, en fait, après une journée de sport, de randonnée, t'as qu'une envie, c'est dormir pour récupérer afin que le lendemain tu sois de nouveau en forme. Moi, au lieu de dormir, je faisais du montage. Donc en fait, le plus dur, c'était l'accumulation. Les 2-3 premiers jours, je l'ai l'énergie. Mais c'est au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, je suis fatigué, lessivé. Et contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas parce que j'en ai marre de marcher, c'est parce que je ne dors pas correctement à cause de la contrainte que je me suis moi-même infligée, qui est de faire une vidéo par jour. Mais en même temps, je pense que c'est la beauté du challenge. C'est pour ça que les gens de ma communauté me suivent. C'est parce qu'ils aiment découvrir et vivre l'aventure en même temps que moi. Parce que là, pour le coup, c'est du quasi live, quoi. Ouais, il y a un jour de décalage en fait. C'est ça, le temps du montage. Ouais. Non, en vidéo. Vous posez juste ça. Vous posez ça sur le sol, dans le virage là-haut. Orienté vers moi. Ouais, là, c'est pour que j'ai ma montée en vidéo. Ça va. Nickel, merci, parfait. C'est gentil. Globalement, mes journées de travail, c'est j'accumule des plans toute la journée. Ouais. Le soir, j'ai donc une banque de données, enfin de plans, et je les mets vraiment les uns derrière les autres. Parce que vu que j'ai filmé chronologiquement, je n'ai pas un montage à faire, je n'ai pas à refaire la narration. Donc je prends vraiment plan A, plan B, plan C, et je coupe les blancs, les hésitations, les bégaiements, les répétitions. Aussi, des fois, ça m'arrive de faire des monologues, et que finalement, une fois que je les écoute, je trouve que c'est pas intéressant, que c'est lourd, ça alourdit la vidéo. Parce que je reste avant tout un vidéaste, donc il faut quand même que ma vidéo soit digeste. Mon but, c'est pas d'avoir un plan de moi de 3 heures qui soit inregardable. Donc il faut, je rajoute un peu de musique, de préférence libre de droit. En fait, on suit un gars qui marche, qui a des problématiques de randonneur, où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, et en même temps qui, je dis philosophe, le mot est un peu fort, parce que je parle pas que de la philosophie, mais qui pense à voix haute. C'est voilà, je vais, tiens, vous avez remarqué, je vais parler de l'actualité, je vais rebondir sur un commentaire. Et voilà, mes montages, alors je suis devenu super rapide maintenant pour faire des montages, hein, parce que ça fait longtemps que maintenant que je fais ça. Mais cette méthodologie de travail, de filmer tout au smartphone, et puis de monter du bout du doigt, m'a tellement plu pour son côté minimaliste, qu'en fait, j'ai tout revendu. C'est-à-dire que j'avais des grosses caméras, j'ai revendu, j'avais des vrais micros, j'ai revendu. J'ai pas de micro, j'ai pas de lumière, j'ai rien. C'est vraiment téléphone et application. Ouais. Même après la vignette, hein, sur YouTube. Et il y a un truc aussi qui m'interpelle, c'est la durée de tes formats. C'est des vidéos de 50 minutes, parfois 1 heure. C'est ça. Ça te prend combien de temps de faire le montage d'une vidéo d'1 heure comme ça? Alors, c'est plutôt 50 minutes, c'est plus Ouais, 45-50 minutes. tu connais bien mes vidéos. Ouais, ça te prend combien de temps de faire une vidéo de 50 minutes? En vrai, vu que je suis tout le temps interrompu quand je monte, parce que d'un coup il y a le moment où il faut faire à manger, il faut monter le camp, il y a quelqu'un qui vient me parler, j'aurais du mal à te dire exactement, mais vu qu'en moyenne je me couche vers les 2h du mat quand le vlog est fini d'être monté, et que je l'ai commencé vers les 18h, je pense que je mets bien 4-5 heures, bout à bout. Ouais. 4-5 heures, le nez collé sur l'écran, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que les gens, quand ils me regardent dans la nature marcher, ça les fait rêver, c'est genre waouh, c'est beau, c'est poétique, c'est un homme proche de la nature, mais dans les faits, dans la réalité, c'est quand même un homme qui est 50% le nez collé sur son téléphone, à gérer son électricité. Ça m'arrive aussi de faire des voix off. Des fois, par exemple, j'ai besoin de raconter un truc, j'ai une option, j'enregistre avec mon téléphone et je dois raconter. Alors là, ce monsieur m'a amené des pommes parce que j'avais faim, machin, et du coup, c'est vraiment du montage, avec de la recherche de titres, de musique,
c'est du boulot, c'est ce qui m'épuise, c'est ce qu'on parlait un peu plus tôt. Moi vraiment, à la fin, enfin là le pire ça a été d'aller à Rome, ça m'a pris 4 mois. Ouais. Je ne supportais plus le voyage à la fin, à cause des vidéos. Et alors je me suis dit que c'était peut-être intéressant que vous voyiez physiquement à quoi ça ressemble. Sauf que vu que j'utilise le téléphone pour filmer, je peux pas me filmer en train de monter. C'est ça le paradoxe. Donc je vais prendre un caillou, on va dire ça là. Alors celui-là il fait plus smartphone. Voilà, ça c'est mon smartphone. Et je vais vous montrer en fait ce que les autres randonneurs voient de moi quand ils me voient passer en train de monter les vlogs. Voilà à peu près à quoi ça ressemble, pas toujours comme je vous l'ai dit, mais sur certaines parties du chemin. Le voyage en Italie, ce qui m'a été utile, c'est que du coup j'avais ma fiancée qui tenait les rênes. Donc finalement c'est comme si quelqu'un conduisait. Donc, pendant qu'elle gérait l'attelage, moi je pouvais faire du montage. C'est là où j'ai gagné du temps. D'accord. Et pareil sur le soir, pendant qu'elle montait le camp, je pouvais aussi déjà geeker et faire mes petits montages. Alors, Céleste, après les Cévennes, toi tu t'es pas arrêté en si bon chemin et tu as continué le voyage en camping-car, hein, je raconte pas de bêtises, et tu as même repris la route plus tard, non pas avec un mais 2 ânes. Donc tu fais souvent des... En fait, tu es un voyageur en plus d'être un vidéaste. Est-ce que tu as d'autres projets similaires? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces nouveaux voyages, et notamment sur celui que tu as fait à Rome? En fait, je me suis rendu compte qu'au début, même si je faisais ça avant tout pour YouTube, genre de dire tiens, je vais essayer de faire un voyage comme Stevenson, habillé à d'époque, je me suis rendu compte que ça m'a vraiment plu, mais surtout ça m'a rapproché de moi-même, de mon essence. Je me suis dit mais en fait, j'aime tellement cette simplicité. Le matin, t'es pas là avec des habits techniques, anti-transpirants, machin. Non, le matin, t'as une tenue qui est ton unique tenue, qui est limite en même temps la tenue de nuit. En fait, tu te décharges mentalement de tellement de superficialité. C'est du minimalisme? C'est du minimalisme, ouais, c'est du minimalisme. Après, le mot est très galvaudé maintenant, on imagine vraiment minimalisme. Ah ok, t'as un slip et un couteau. Oui, mais non, tu peux quand même avoir un certain confort. Je veux dire, je garde des chaussettes, je garde des chaussures, je garde mon smartphone tout simplement pour filmer aussi. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de continuer dans cette lancée-là. Donc par exemple, le camping-car, c'est un camping-car des années 80, donc j'ai voulu le rénover. J'ai toujours cette idée de vouloir faire comme dans son jus, comme c'était dans son époque. Donc j'ai rénové le camping-car à l'ancienne, j'ai fait ça à façon années 80. Et l'aventure la plus récente, la dernière, ça a été d'aller faire un pèlerinage jusqu'à Rome. Donc j'ai été en Italie. Je suis parti d'un village qui s'appelle Conques, dans le département de l'Aveyron. Donc ça a été fait avec 2 ânes, une calèche, tout en bois à l'ancienne, ma compagne, et on a fait ça de nouveau, sans objet moderne. Donc objet moderne, c'est quoi? Ça veut dire pas de matelas, pas d'habits techniques, voilà, pas de technologie, pas d'ordinateur, pas de... On vraiment fait ça à l'ancienne, avec un vieux réchaud à bois, une lampe à pétrole, pas de duvet, nos couvertures c'est des trucs en laine. Juste le téléphone en fait qui est l'équivalent du carnet de Stevenson. On en revient à ça, juste le téléphone, parce qu'en fait c'est mon outil de travail et c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc en fait il faut bien aussi que je puisse manger, et du coup j'ai réussi, on va dire que j'ai la chance, enfin c'est pas une chance parce que ça fait 15 ans que je fais ça, donc j'ai travaillé pour l'atteindre, mais j'ai réussi à faire en sorte que mes vidéos me ramènent de l'argent qui me permet de me nourrir et financer mes autres aventures. Et donc maintenant que je suis dans ce cercle, je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'essaye d'y rester. Je vous cache pas que des fois la frontière elle est mince entre le fait d'être un randonneur, un pèlerin, un vagabond et un clochard. La différence entre un randonneur et un SDF, une personne sans domicile, c'est qu'en fait il y en a un qui a le choix et l'autre qui n'a pas le choix. Moi je m'aperçois que je coche plein de cases du clodo, vraiment, disons-le, plein de cases. Je vis avec peu d'argent, j'ai une barbe pas taillée, je sens pas toujours la rose, j'ai les ongles dégueulasses, je vais chier derrière les buissons. Tu vois ce que je suis pas en train de dire que tous les clodos ont les ongles dégueulasses et vont chier derrière les buissons, mais je vous parle de l'image un peu stéréotype. L'autre jour, il y a un randonneur qui m'a dit « Ah, vous avez besoin de quelque chose, monsieur? Vous voulez à boire, à manger? Vous voulez que je vous apporte des habits et tout ?» Et moi, en fait, je me suis dit « Attends, mais je veux pas qu'il pense que je fais la manche, en fait. » Du coup, je lui ai dit « Mais vous savez, monsieur, je fais pas la manche. » Et il m'a dit ah mais non, c'est pas ça, ça se voit que vous faites pas la manche. Il me fait vous êtes propre, genre propre sur vous quoi, vous. La frontière entre le vagabond d'âge qui est la loisiveté de pouvoir errer comme ça et marcher et profiter,
avec une personne qui n'aurait pas de moyens et qui serait dans la rue en fait, elle est mince, la différence est mince, mais ça se joue à des détails près. Je suis un gars qui fait des randonnées et des pèlerinages et qui essaye de faire ça toujours avec, dans les mêmes conditions que de l'époque. Donc si c'est une randonnée qui a été découverte au 19e siècle, comme Stevenson, je le fais dans ces conditions-là. Le pèlerinage à Rome, j'ai essayé de faire ça comme les vieux pèlerins de l'époque qui pouvaient se déplacer avec des calèches, avec les problématiques de traverser les Alpes, qui n'était pas rien, trouver à boire, à manger, après les questions habituelles. Et puis avec toujours en trame de fond la nature, la place de la spiritualité, la place de l'homme dans la vie, dans la société, une notion un peu de survivalisme, d'autonomie, on retrouve ces thématiques finalement. Ouais. J'attends les beaux jours printemps-été pour repartir sur des longues aventures et c'est toujours dans cette idée d'une vidéo par jour avec un lieu fort. Généralement je vais trouver un lieu culte, je vais trouver un lieu symbolique en France, y aller et ça sera le thème de mes prochaines aventures. Mais oui, il y en a et je pense que les gens qui me suivent sur ma chaîne sont loin de... J'essaie à chaque fois quand même de leur faire une surprise. De dire, j'aime bien être toujours là où on m'attend pas. Vous pensez que j'allais faire ça? Ben non, je fais ça. Alors la chaîne s'appelle non pas Randonnée mais Bunker Sauvage. Bunker Sauvage. Vous trouvez le lien en description. Merci encore. Et c'est ici que je vais terminer cette vidéo en compagnie d'Archie et de cette bonne bière bien fraîche. C'était une magnifique journée. Moi, ce soir, je me suis installé là. J'ai accroché la petite lanterne sur le totem. Je pense que je vais faire de la belle étoile. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, salut, je m'appelle Céleste Grant. Vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage, une chaîne de rando, d'autonomie, de survie, de bushcraft. On parle d'amour et de philosophie avec beaucoup d'humour. Bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous connaissez la chanson, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous et mettre un like, ça soutient, ça encourage.